Bonjour Pavlo Matiucha, Bonjour. soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes avant tout écrivain et poète, vous participez à ce recueil de poésie, La poésie en guerre aux éditions Abstraction. Je dis que vous êtes avant tout poète et écrivain parce que vous êtes également capitaine de l'armée ukrainienne, capitaine à la retraite, vous y avez servi, Oui. combattant volontaire entre le début de l'invasion russe, février 2022, et puis août 2023. On va revenir sur votre histoire, évidemment. D'abord, ce recueil, quelques mots sur ce recueil de poésie. Vous êtes une centaine d'auteurs, donc, à y contribuer. Certains, d'ailleurs, tous ukrainiens, et certains qui sont, hélas, aujourd'hui disparus. Quel est le but, quel est le sens de ce livre, et qu'est-ce qui vous anime? Alors, c'est un recueil qui rassemble 100 auteurs. C'est une idée aussi de mon ami Volodymyr Timchuk. Il est un officier dans les forces armées ukrainiennes. Et ça rassemble les premiers jours, 100 jours, 100 auteurs. Et c'était la période peut-être la plus critique. On ne savait pas trop ce qui nous arrive, ce qui va arriver. Oui, Et parce que là, ce sont des poèmes qui ont été écrits lors des premiers jours, lors des 100 premiers jours. Justement, c'est l'idée. Justement. C'est l'idée. Et c'est une preuve que nous allons subsister, que nous allons faire face à l'agression. Et notre culture aussi fait face en poésie, donc avec des armes poétiques, ce qui est aussi important. Et c'est vrai que ça aide à se rendre compte très concrètement de la réalité de ce que vous avez traversé en tant que combattant, ce que d'autres continuent d'ailleurs de vivre aujourd'hui. Et ce qu'on perçoit quand on lit ces poèmes, quand on parcourt ce recueil, eh bien, c'est d'abord évidemment l'espoir qui anime tous ces écrivains au moment où ils sont sur le front, malgré tout, l'espoir qui reste, qui demeure, mais également quand même ce sentiment de révolte, ce sentiment de douleur et même d'appel à l'aide. Oui, je crois que c'est important d'avoir toute la gamme d'émotions et de sentiments. Ça peut aller à partir de désespoir vers l'espoir, le combat et l'esprit de combattant qui est déjà le nôtre. Euh, pour moi, c'est un recueil aussi qui qui a fixé cette époque. Parce que la guerre, ça change toujours. Tous les ans, c'est une autre guerre. Moi, j'ai participé à une guerre, je dirais, conventionnelle, avec des chars, de l'artillerie, support aérien, tout ça. Donc, la guerre classique. Maintenant, c'est une autre guerre. Donc, ça, c'est un document des premiers mois de la guerre. Et c'est également l'idée que quand la guerre sera terminée, ce que nous espérons tous évidemment le plus rapidement possible, eh bien, les mots, eux, pour le coup, resteront. Pardon? Les mots resteront une fois que la guerre sera Les mots terminée. resteront et malheureusement pas tous les auteurs. Mm. Parce qu'il y a, comme vous avez évoqué, certains, aussi mes amis, qui ont donné leur vie pour l'Ukraine et aussi leurs poèmes resteront ici dans ce recueil. Alors, vous, par exemple, donc, vous avez appelé votre poème qui donc figure dans ce recueil, vous l'avez appelé «L'Ukraine est la protectrice du monde libre» et vous commencez ce poème par cette phrase: «Quelle est la différence entre partir pour l'Europe et partir pour l'Ukraine occidentale?» On voit bien que, et on parlait de la force des mots, un poème, c'est évidemment une manière de faire passer un message. Oui, Quel est votre message aujourd'hui? c'était pas peut-être initialement le message parce que c'est plutôt ton émotion, ton sentiment du moment. Mhm. Mais en vrai, il y a des messages un peu cachés. Donc, le message, c'est tout est relatif. Si nous avons la guerre en Ukraine maintenant, ça peut arriver en Europe de l'Est, chez nos voisins, très très vite. Donc, je comprends qu'ils le savent, mais c'est brusque, ça arrive. Donc le 24 février 2022, pour nous, c'était pas évident. Donc on ne s'attendait pas. Et donc il faut vraiment comprendre que l'ennemi, qui est le nôtre maintenant, peut devenir l'ennemi de l'Europe, du monde libre très très vite. Et cette relativité qui est dedans, dans ce poème, parle de ce petit moment, tu ne te perçois
quand ça arrive, mais ça arrive à un certain moment et sans être uni, sans être... Au moment où on s'y attend le moins, peut-être. oui. En tout cas, c'est le message que vous portez dans ce poème, et il y en a encore une fois une centaine d'autres. C'est pas la première fois que vous témoignez par les mots. Vous aviez déjà publié un autre ouvrage que vous avez d'ailleurs Ouais. amené avec vous. C'était en 2024. Vous aviez publié cette fois-ci les lettres que vous avez échangées avec votre épouse lorsque vous étiez sur le front pendant près d'un an et demi. Et là aussi, vous aviez fait le choix de communiquer avec votre épouse qui était réfugiée en France. Vous avez un lien particulier avec notre pays parce que vous y avez vécu vous-même. Et vous aviez choisi d'échanger par lettres à l'heure des smartphones, des réseaux sociaux, etc. Pourquoi, là, encore une fois, ce choix des mots alors que vous étiez sur le front? À vrai dire, c'était une idée superbe de notre amie maintenant, Doane Buy, qui est une grande reporter chez Nouvel Obs. Et, elle avait publié nos lettres dans le Nouvel Obs, mais j'ai écrit tant de lettres, j'ai pas pu m'arrêter, que c'est devenu un livre à part. Et donc, dans une lettre, tu peux exprimer tes sentiments un peu plus nuancés que dans la messagerie, même email. Vous pensez à toutes sortes de communications. Donc, la lettre classique, je le recommande vivement parce que ça donne cette possibilité de t'exprimer d'une manière très, très profonde. Et en tout cas, c'est ce que vous avez fait dans un moment particulièrement délicat, éprouvant évidemment pour vous, alors où vous étiez sur le front. Comment, justement, votre famille, vous êtes père de 4 enfants, hein, ils étaient donc tous réfugiés en France à ce moment-là. Comment avez-vous traversé justement cette période, ces 16 mois, au moment où vous étiez donc sur le front, votre famille était en France. Vous avez, je crois, d'ailleurs, au moment de l'invasion, fait l'aller-retour en France pour venir tous les déposer. Puis là, vous avez décidé de vous engager, vous n'étiez pas obligé de le faire, vous étiez volontaire. Oui. Comment est-ce que justement vous avez traversé cette période? À vrai dire, c'était difficile, cette séparation, mais aussi les troubles d'une femme aux 4 enfants qui est seule dans un autre pays sans support de son mari, de sa famille. Aussi, son mari, quelque part au milieu de la guerre. Donc, c'était très, très difficile et c'est vraiment le sujet de notre livre et de cette correspondance. Comment avez-vous pris cette décision de vous engager? Encore une fois, vous n'étiez pas obligé de le faire puisque vous étiez âgé de 40 ans à ce moment-là, père de 4 enfants, et donc vous avez pris la décision vraiment de vous engager sans y avoir été forcé. À vrai dire, c'était pas la décision, je crois, c'était toute prise avant de le prendre, parce que moi, je suis officier de formation, et même j'avais quitté l'armée de longue date, mais quand telle chose arrive, c'est pas la question de penser oui ou non. Surtout mes amis, ils ont presque tous et toutes aussi pris la même décision, même s'ils n'ont pas 4 enfants, mais les poètes, auteurs, pour moi et pour eux, c'est très important. Donc, je suis chanceux que je suis là, je parle avec vous, avec l'audience, mais encore une fois, beaucoup parmi eux ne sont pas là. Et pour moi, c'est aussi important de commémorer leur nom et aussi, encore une fois, mentionner qu'il y a 12 parmi les poètes qui sont mentionnés déjà dans le chapitre des poètes déchus. Comment relisez-vous aujourd'hui ces 16 mois passés sur le front? Qui avez-vous appris de vous, évidemment, de votre pays, de la guerre même? Bon, la vie est fragile, plus fragile qu'on peut le penser. De l'autre côté, l'homme est plus fort que l'on peut penser. Et c'est cette dualité, ce que j'ai appris, mais aussi ce qu'il faut toujours se rappeler. La mort, ce n'est pas la pire chose qui peut arriver. Donc il y a les choses qui sont beaucoup plus pires que la mort. Donc avec la guerre, qui est peut-être le pire, ce qui existe dans ce monde, tu arrives à apprendre tout ça et ça devient aussi partie de ta nature. Donc les Ukrainiens comme nation, c'est un peu une autre nation qu'auparavant.
Mm. Et vous l'avez évoqué, hein, mais c'est vrai que sur ces écrivains, par exemple, tous, malheureusement, ne sont plus là aujourd'hui pour en parler. Vous avez perdu des compatriotes, des amis sur le front. Euh, Comment aujourd'hui parvenez-vous à surmonter cela, justement? Comment le viviez-vous intérieurement? Euh, Moi, parfois, je pense encore, je suis chanceux d'avoir une grande famille, et je suis père d'une famille nombreuse. Et tu as tes enfants, ton petit-fils qui fait ses premiers pas dans la vie. Ça soulage et ça soutient. Pour ceux qui sont jeunes, qui n'ont pas vu grand-chose, qui ont 20 ans, 25 ans, pour eux, c'est une grande expérience extrême, meurtrière. Vivre après cela, construire, bâtir la vie, c'est beaucoup plus difficile que pour moi dans ce cas-là. Donc, je crois que la guerre ne part jamais après que tu l'as vue. Elle fait toujours un peu partie de vous, quelque part? J'en suis sûr. Vous demandez n'importe quel Ukrainien et Ukrainienne, et peut-être même n'importe où. Soit ils sont en Ukraine, soit ils se sont réfugiés quelque part. La guerre est en nous maintenant. Quelle est votre nouvelle vie? Aujourd'hui, vous avez donc pris votre retraite militaire. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Et vous vivez entre Kiev et Paris, me semble-t-il. Euh, Maintenant, oui, parce que je travaille à Kiev. Et voilà, ma famille reste toujours là. Bah, j'essaie de la réintégrer parce que maintenant, ça fait déjà 2 ans après que j'ai quitté, presque plus de ans. Je suis toujours en train de réintégrer ma famille. Donc, j'apprends je les reconnais de nouveau. C'est aussi une histoire intéressante. Hmm. Et vous qui vivez justement principalement à Kiev, comment vit aujourd'hui le peuple ukrainien et combien de temps ce peuple peut-il tenir selon vous? C'est une bonne question. Vous savez que Kiev est sous les bombardements. Il vise les nœuds d'énergie et essaie de laisser le peuple sans énergie, sans l'eau chaude, etc., etc. Donc, nous pouvons rester debout et fort. Et si vous voyagez par exemple à Kiev, parfois vous pouvez voir, ça fait semblant d'une vie normale. Et Hmm. c'est très important d'avoir quelque part la vie normale pour les combattants, pour leurs familles, parce que quand ils reviennent du front, ils ne veulent pas la guerre, ils veulent une sorte de relaxation, même si c'est temporel. Donc à Kiev, si c'est pas le bombardement, si c'est pas blackout, donc les coupures d'électricité, ça peut, euh, ça peut faire semblant de la vie Une vie comme normale. ici et à Paris. Très rapidement, vous avez vu que ces pourparlers continuent, même si ça s'enlise un peu, malheureusement. Nouvelle réunion de la coalition des volontaires à Paris cette semaine avec Volodymyr Zelensky qui affirme n'avoir reçu aucune réponse claire en réalité de la part des Européens sur leur action en cas de nouvelle attaque russe. Comment vivez-vous ces pourparlers? À vrai dire, je dirais plutôt mon opinion concernant ce qu'il nous faut que le résultat net des pourparlers, parce que les pourparlers, ça dure et ça va durer et on va avoir d'autres pourparlers. Donc il nous faut les bottes sur le sol. Euh, c'est sûr. Il nous faut aussi de l'assistance immédiate en armes parce que je dis toujours, c'est comme une sorte de joint venture où nous donnons le plus précieux ce que nous avons, c'est nos frères et sœurs et Merci beaucoup. nos partenaires nous donnent tout ce qui est les systèmes d'armes, etc. Donc il faut juste Merci honorer. beaucoup.
Merci Palvo Batoucha. On est obligé, hélas, de terminer cette interview parce que notre émission touche à sa fin, mais en tout cas, à retrouver ce livre, donc très touchant, très émouvant. C'est à la fois un cri de révolte, un témoignage collectif pour un horizon de paix et d'espoir. La poésie en guerre aux éditions Abstraction, donc avec une centaine de poètes et d'écrivains ukrainiens, donc. D'excellentes qui sont à retrouver effectivement dans ce livre et ça se lit très très bien. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans Point de vue aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr demain midi comme tous les jours. Excellent après-midi.